Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à cette heure-ci. Peut-être que la soirée a été longue, en tout cas merci d'être avec nous ce matin. On va démarrer donc cette matinée en parlant de transformation de l'entreprise et de son modèle face aux enjeux sociaux et environnementaux avec deux acteurs de choix. Avec vous, Philippe Dorge, vous êtes directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis, dit BSCC. Au sein du groupe La Poste, bonjour. Et également avec Jean-Guy Le Floch, président directeur général d'Armor Luxe. Normalement, il est allumé. Vous voulez faire un essai ? Eh ben voilà, je crois que ça marche. Merci infiniment à vous deux d'être présents ce matin. Je voulais vous partager ce qui m'a interpellée lors de la première journée du FEB hier. Je ne vais pas vous faire un résumé, je vous rassure, mais il y a un point qui m'a particulièrement marqué hier, c'est qu'on a beaucoup parlé de coopération, de collaboration, de coalition. Et on a eu quelques jolis exemples justement de collaboration entre différentes entreprises, parfois de longue date. Et la première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est qu'est-ce qui vous rassemble ? Qu'est-ce qui rassemble Armor Luxe et le groupe La Poste aujourd'hui ? Je commence ? Alors, c'est le client qui commence. Je crois que c'est d'abord une très belle aventure humaine, et longue et durable, et donc qui dure depuis 20 ans. Alors moi, je n'étais pas là à l'époque, mais tu pourras le dire, Jean-Guy. Mais voilà, qui a démarré en 2003. Et le groupe La Poste cherche à avoir une démarche, je crois, sincère, de sourcing, d'achat responsable. Et quand même un grand groupe français, public, et bien de servir comme l'économie de la nation, quoi. Il faut quand même le dire. Et donc le groupe La Poste a eu très tôt, au moment où il fallait d'ailleurs, souvent d'ailleurs à l'époque, externaliser, on avait nous aussi des ateliers en propre, etc. C'était pas vraiment notre métier, donc de chercher à trouver des fournisseurs durables. Je veux saluer la mémoire de Sylvain Fresneau, qui vit toujours d'ailleurs, mais qui est maintenant à la retraite, et qui était le directeur des achats à l'époque, et qui sur à la fois les vêtements de travail, à la fois aussi la filière des véhicules électriques, qui a aidé à la constitution d'une vraie filière électrique en France, et puis aussi sur le vélo, et on voit aujourd'hui les vélos cargo, etc. Donc voilà, le groupe La Poste a eu très tôt, il y a 20 ans, cette idée d'aider aussi à la constitution de vraies filières de fournisseurs durables. Et puis on a rencontré Jean-Guy Le Floch, qui a vécu aussi cette aventure de son côté. On s'est rencontrés, et puis c'est une aventure formidable qui dure depuis 20 ans. Et puis nos facteurs et nos postiers sont très heureux, je le dis très sincèrement, des vêtements aujourd'hui d'Armor Luxe. C'est une fierté, Jean-Guy, d'avoir le groupe La Poste comme client ? La Poste, pour tous les Français, c'est un petit peu un mythe. C'est l'ami de tous les matins. Et pour nous, habiller l'ami de tous les matins de tous les Français, voilà, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Et on se fait un point d'honneur à très très bien les habiller. Voilà, donc on vit cette expérience. En fait, on a commencé en 98 à fabriquer les fameux t-shirts jaunes et polos jaunes pour les 170 000 factrices et facteurs qui étaient à l'époque en activité, parce que le donneur d'ordre, on appelle Chauvin en Bretagne, était breton, était basé à Morlaix, c'était la DAPO. Et puis après, lorsque Sylvain Fresneau effectivement a externalisé l'ensemble du vestiaire, on a soumissionné, on y a passé des week-ends, des nuits, parce que l'appel d'offres était très complexe. On l'a gagné, et tous les 5 ans, il y a un nouvel appel d'offres, et tous les 5 ans, toutes les énergies sont déployées pour ne jamais perdre ce magnifique client. En 20 ans, ça en fait des tenues, non ? Ça fait mes collaborateurs ont fait le compte. La semaine dernière, ça fait environ 11 millions de vêtements livrés depuis 2003. Quand même. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de vêtements. Ouais. Et ce qui fait le succès, c'est la quadrature du cercle. C'est d'abord le prix, la compétitivité. Il faut être quand même dans le match. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la responsabilité sociale. Et ce qu'on apprécie chez Armor Luxe, c'est de pouvoir vérifier ses propres fournisseurs, et le travail des enfants, la responsabilité sociale dans les différents pays, le devoir de vigilance finalement du client final, c'est ça. Et puis aussi la qualité au jour le jour, et puis
une interaction permanente jusqu'avec nos facteurs, parce que les équipes d'Armand Luxe sont au contact aussi des utilisateurs finaux. Voilà, et notre grand dilemme tous les ans pour le catalogue qui accompagne les vêtements, c'est de choisir entre les différents candidates et candidats, factrices et facteurs qui posent sur le catalogue. Donc là, on laisse la décision finale au groupe La Poste. Ouais. Une belle histoire de 20 ans. Ce que je vous propose, j'aimerais qu'on commence par parler de transformation, qui est la thématique de notre plénière. Pour commencer avec vous, Philippe Dorge, depuis plusieurs années, le groupe La Poste fait sa mue. Est en pleine transformation, et dans cette transformation, l'innovation est au cœur. Face à la baisse du courrier, il y a tout un travail qui est mené sur la transition numérique. Comment un acteur historique qui compte, je le rappelle aujourd'hui, plus de 230 000 collaborateurs dans le monde, présent dans plus de 63 pays et avec plus de 35 000 points d'accès à un service postal en France, peut initier la transformation de son modèle économique? Voilà, vaste question. Vaste challenge. Je crois que d'abord, c'est tout simplement en fixant un cap, et c'est celui du développement et de la diversification, de la conquête. Voilà. Je crois que c'est d'abord ça qui fait la clé du succès, c'est de se dire c'est quoi la vision d'un groupe La Poste qui sera toujours à apporter des solutions aux besoins de la société d'aujourd'hui. Et La Poste, bien sûr, est confrontée aujourd'hui à une question existentielle, parce qu'elle a vécu pendant plusieurs siècles sur le courrier. Donc si la raison d'être de La Poste, c'est de transporter et distribuer le courrier, papier, il en restera, je vous rassure, et on travaille pour que dans 10, 15 ans, 20 ans, il y ait encore du courrier, mais évidemment, donc ça nous a amené à réfléchir à notre raison d'être, à pourquoi La Poste. Et finalement, La Poste, c'est une grande entreprise publique qui, au cours des âges, finalement, et des siècles, puisque La Poste été fondée, si on remonte aux messageries royales à Louis XI, a toujours accompagné la société française et la France, finalement, dans ces grandes aventures. Ça a été, bien sûr, la constitution du domaine royal, ça a été ensuite le chemin de fer, ça a été ensuite comment drainer l'épargne des Français pour accompagner la révolution industrielle, les guerres mondiales. Il fallait que, bien sûr, le courrier arrive jusqu'aux combattants. Voilà, donc c'est s'interroger sur les besoins de la société d'aujourd'hui. Alors, on pense que, d'abord, il y a toujours La Poste en proximité de tous les Français. On discutait encore avec des ministres, avec des grands décideurs. Les postiers sont un peu les sentinelles de la République dans les territoires, pour tous, partout, tous les jours. Et ça, on veut le garder, ce lien de proximité. Et puis après, il y a un travail stratégique de se dire finalement quels sont ses besoins, quelles sont les vagues de croissance, et partant de ce que nous savons faire, eh bien de dessiner des investissements et des développements. Alors pour la branche service courrier colis, parce que bien sûr il y a aussi la banque postale, une très belle aventure. On a créé la banque postale il y a déjà plus de 10 ans, qui est à partir des centres financiers, et puis récemment avec la Caisse des dépôts qui a apporté la CNP, la Compagnie nationale de prévoyance à la Poste, à la banque postale. Donc on a maintenant un pôle financier public qui est puissant, de banque assurance. Et puis, vous l'avez cité avec Géopost, on a investi dans la logistique à l'international avec les réseaux de DPD Group. On est le numéro 1 en Italie, on est le numéro 3 en Allemagne, on est le numéro 2 en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, le groupe La Poste, ça ne se sait pas, mais le numéro 2 finalement de la logistique colis, de la petite marchandise en Europe. Et pour la branche service courrier colis, qui est un peu le canal historique de La Poste, effectivement, vous l'avez dit, on est, nous, en plus, au cœur du problème, c'est la baisse du courrier. Alors, partant de ce réseau de logistique de proximité et surtout des facteurs, notre idée, c'est de ne pas être dans l'adaptation et la baisse, et de ne pas accepter cette fatalité. Donc, 3 choses pour donner un cap stratégique. D'abord, c'est de réfléchir à l'avenir du courrier. Qu'est-ce que sera le courrier ? Et nous pensons que le média courrier, qui a été divisé par 3, il sera encore divisé par 2 d'ici 2030 à peu près, il a encore un avenir. Mais pour ça, il faut adapter l'offre. C'est ce que nous avons fait avec la nouvelle gamme courrier,
en proposant à la fois une offre accessible en termes de tarifs, parce que si les prix augmentent, à un moment donné, le courrier devient inaccessible en termes de tarifs. Donc on a fait une nouvelle gamme courrier, on a supprimé les avions, on a supprimé des liaisons directes, parce que de toute façon, le timbre rouge, aujourd'hui, J+1, personne ne l'utilise. Il y a les 3 timbres rouges qui étaient achetés par Français en moyenne et par an. Donc on a arrêté ce timbre rouge. En revanche, on a renforcé la lettre verte et puis on a créé aussi à côté des offres à valeur de suivi autour de la lettre recommandée, de la lettre service plus avec des suivis. Et donc une offre un peu plus premium, un peu plus qualitative qui répondent aux besoins d'aujourd'hui des clients, c'est-à-dire avoir à la fois une offre accessible pour les envois courants et une offre un peu plus qualitative pour les envois importants, notamment les documents authentiques. Puis le deuxième pilier, c'est la logistique. Finalement, c'est notre métier. Nous avons des liaisons transport, nous avons des collecteurs, nous avons des distributeurs. C'est évidemment la marchandise. Donc c'est le développement de Colissimo, Colissimo, le colis de la Poste, qui est aujourd'hui le numéro 1 en France de la livraison. Et j'espère qu'ici tout le monde choisit évidemment quand il le peut Colissimo. Qui, là, de son côté, au contraire, accélère son délai de livraison. Donc aujourd'hui, le e-commerce, c'est J+1. Donc on a renforcé nos investissements pour renforcer le J+1. Travailler beaucoup sur le hors domicile aussi, la livraison choisie à domicile ou hors domicile avec des offres compétitives. Et puis travailler sur l'environnement. Parce que finalement, derrière le colis de la Poste, c'est la mutualisation finalement des transports. Et de mélanger le plus possible, de mutualiser dans nos transports le courrier avec le colis. Finalement, on est le transport en commun de la petite marchandise en France. Et donc choisir la Poste, c'est choisir ce qui en termes d'impact carbone, en termes aussi d'impact économique, de compétitivité économique, est la meilleure solution, puisque 80% des Colissimo sont distribués par les facteurs. Et donc c'est cette stratégie de mutualisation. Et puis enfin, le troisième pied, courrier, colis, ce sont des nouveaux services. C'est de se dire finalement ce réseau humain, de proximité avec les facteurs, peut aussi, je disais des sentinelles de la République, peut apporter des services correspondant aux besoins de la société d'aujourd'hui. Donc on a engagé beaucoup de réflexions. On s'est dit, il y a le vieillissement de la population, et spécialement le bien vieillir à domicile. Donc on investit sur des activités maintenant de portage de repas. On a livré 3 millions de repas aux personnes âgées par les facteurs l'année dernière, ce sera 5 millions cette année. C'est aussi, bien sûr, tous les enjeux de transition écologique, énergétique, avec par exemple les plans d'écomobilité dans les villes. Et par exemple en Ile-de-France, on gère toute la flotte de location de longue durée des vélos à assistance électrique. Beaucoup de villes nous sollicitent, je pense à Marseille en particulier, pour gérer des plans de trottinettes, de mise en place de solutions d'écomobilité. Et puis, finalement, d'autres domaines, le recensement, par exemple. On va être agent recenseur, nos facteurs vont être agents recenseurs dans les territoires. Voilà. Donc, une stratégie de développement. Qui suppose des transitions au pluriel, j'ai envie de dire. Ah oui, sociale, technologique, technique et organisationnelle. Et justement, si on parle des facteurs et des factrices, je sais qu'il y a un enjeu de recrutement. Pour celles et ceux qui sont déjà en place, on parle de transformation, c'est quand même une sacrée transformation du métier de postier et de postière. Comment est-ce que vous les accompagnez dans cette évolution du métier ? Eh bien, en étant près d'eux tous les jours et en expliquant, et évidemment, c'est une démarche managériale. Et là, je veux saluer le travail. Le directeur exécutif, par exemple, de la Poste Service Courrier en Bretagne, qui est au premier rang, voilà, c'est le travail du management. D'abord d'expliquer que la baisse du courrier, elle est structurelle. Et après une phase un peu de déni, mais non, voilà. Donc les postiers eux-mêmes se rendent bien compte qu'aujourd'hui, de toute façon, cette transformation, elle est nécessaire. Le sujet, c'est plutôt de rapidement passer la question comment on va faire après le pourquoi. Donc il faut passer du temps sur le pourquoi, sur le quoi, et aller assez rapidement sur le comment, parce que finalement, oui, mais comment veux-tu que je distribue le courrier, mais en même temps, tu me demandes de livrer des plats à 11h30 à une mamie dans le village, comment ça va se faire, comment on va... Voilà, donc beaucoup de changements organisationnels, logistiques. Et dans la mesure où ces nouveaux métiers font sens, ces nouvelles activités font sens et sont en fait en ligne avec ce que j'ai commencé par dire, c'est-à-dire la raison d'être du groupe La Poste,
Et on a travaillé sur cette raison d'être qui a été, finalement, on l'a formulée comme relier les uns aux autres. Hein. Donc nous, notre métier, c'est de relier finalement les uns aux autres. Quand on distribue le courrier, on relie les uns aux autres. Quand on livre des colis, on relie bien sûr les uns aux autres. Et quand on distribue un repas, le matin, une personne âgée, on relie cette personne avec sa famille, avec la société. Donc Merci. d'être fidèle en même temps à ses racines. On reviendra dans un instant sur le sujet de la raison d'être. Jean-Guy, on peut dire que le secteur textile il vit actuellement plusieurs crises, au pluriel, environnementales, sociales, mais aussi économiques. Malgré cela, on est en train d'observer une forme de virage vert qui est opéré par des acteurs historiques, mais aussi des acteurs émergents, et puis aussi une certaine volonté d'une partie des consommatrices et consommateurs de consommer et de valoriser davantage le Made in France. Pas simple en ce moment d'être un acteur du secteur textile. Quelle est la stratégie d'Armor Luxe pour justement assurer son développement et tirer son épingle du jeu dans ce contexte global ? Alors, c'est sûr qu'en écoutant les infos, en lisant les journaux économiques tous les matins, c'est pour moi un peu difficile d'aller au boulot, parce que je dis, demain sera peut-être mon tour. Il y a effectivement des défaillances considérables dans le monde du textile en France. Alors, mais je crois que nous, on n'est pas vraiment dans le textile, on est dans un autre univers. On est d'abord une entreprise bretonne, ce qui change, parce que voilà, la Bretagne, je vois mes amis de la ville de Quimper qui viennent d'arriver, je les salue au passage. Voilà, on est breton, donc on est très travailleur, on est imaginatif. Donc on a fait beaucoup de choses pour échapper à cette hécatombe. La première chose, on vient d'en parler, c'est orienter une partie de notre activité vers le vêtement pro. Aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre activité. Notre premier client, j'ai le plaisir d'être à ses côtés aujourd'hui. Au-delà de la Poste, on habille sa grande filiale Géopost, ce qui nous a au passage ouvert les portes de l'Europe, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Géopost est extrêmement présent dans beaucoup de pays occidentaux européens. Pas la Russie, je vous rassure. On a appris à dominer, par exemple, le caractère assez spécifique des Anglais, qui est difficile à dompter, mais aujourd'hui sont devenus nos amis. Géopost, Angleterre, ce sont nos amis. Et la Séour, en Espagne, sont nos amis aussi. Voilà, donc on a ouvert notre champ d'activité. La SNCF, c'est notre deuxième client, etc. On a beaucoup de clients à 2-3 millions d'euros, donc c'est la moitié de notre chiffre. Ça a été le premier réflexe qu'on a eu grâce à la Poste. Et ensuite, le deuxième réflexe, c'est bien sûr le e-commerce. On s'y est mis il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça représente à peu près le tiers de notre chiffre d'affaires grand public. On travaille aussi beaucoup avec Amazon. Là aussi, je reviens aux vertus de la Bretagne, puisque le patron France d'Amazon est finistérien. Ça peut aider. Là aussi, la solidarité bretonne joue. Ensuite, on a beaucoup, on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur la RSE. Là aussi, sous l'impulsion de la Poste qui tenait vraiment énormément, parce que voilà, monsieur Sylvain Fresneau, qui était le patron des achats, était très strict en la matière. Et aujourd'hui, en France, en termes d'acteurs textiles, je pense qu'on est certainement un des meilleurs pour tout ce qui concerne RSE et en particulier protection du travail des enfants. On visite et on fait visiter par Price 2 fois par an toutes les usines à l'étranger sur lesquelles on travaille, et ça nous aide beaucoup parce que les donneurs d'ordre travaillent en confiance avec nous et savent qu'il n'y aura pas d'enfants qui fabriqueront leurs vêtements. On va en effet reparler dans un instant des engagements RSE. Face à ces différentes crises qui se répercutent pour certaines directement sur le secteur textile, est-ce que ces derniers mois, ces dernières années, ça vous a obligé de faire des choix stratégiques pour pouvoir perdurer, pour pouvoir affronter justement ces différentes crises ? Au-delà du e-commerce que vous avez déjà cité. Ouais, ce
qu'on a fait, c'est que en fait, mon entreprise a été créée par un Suisse qui était un dingue de la qualité. Les Suisses sont très, très, très précautionneux et très méticuleux. Elle a été créée en 1938 par un Suisse et sa spécialité, c'était le sous-vêtement. Et son dada, c'était la qualité, mais la qualité non formalisée. Et nous, depuis 20 ans, mais surtout depuis 4-5 ans, on a monté un vrai labo à Quimper qui est labellisé, qui est normé, qui est sans doute le premier labo privé en termes de qualité en France. Et ça nous aide beaucoup, à la fois pour les particuliers et pour les professionnels, parce que tout vêtement qui sort de chez nous, qu'il soit fabriqué à Quimper ou fabriqué ailleurs dans le monde, on sait que sa qualité est absolument garantie. Ça, c'est non négociable. Ça fait partie des choix que vous ne ferez jamais. Enfin, la qualité, ça sera toujours non négociable. Voilà, souvent des collaborateurs viennent me voir. Est-ce qu'on pourrait baisser un petit peu le prix en baissant un tout petit peu la qualité? Et voilà, à chaque fois, ils repartent avec une lettre de licenciement. Ils sont prévenus. Alors, on va justement parler des engagements RSE. Tout à l'heure, vous évoquiez, Philippe Dorge, la raison d'être. Je vais la citer dans son intégralité. La raison d'être du groupe La Poste est au service de tous, utile à chacun. La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. Comment ça se traduit concrètement sur votre branche ? Eh bien, je dirais concrètement d'abord par une égalité des attentions, c'est-à-dire au jour le jour, et je rejoins ce que disait Jean-Guy Le Floch, c'est-à-dire qu'il faut que cette raison d'être et ces engagements, ça ne soit pas simplement voyez, sur le fronton ou un code ou dans les statuts que le conseil d'administration regarde de temps en temps, mais il faut que ça soit vécu tous les jours par à la fois les collaborateurs, donc l'égalité des attentions entre l'entreprise, ses collaborateurs, nos agents, qui doivent eux-mêmes finalement se dire bah oui, vraiment on incarne cela et on le respecte. Et puis les clients, que les clients de la Poste eh bien, voient que ça se traduise réellement par une qualité de service aussi tous les jours et avec une relation avec son postier, avec sa postière, voilà, dans une relation de proximité humaine. Donc on tient beaucoup à l'incarner tous les jours. Par exemple par des mesures de qualité, on a une mesure de Net Promoter Score sur la distribution du courrier, sur la qualité de la livraison du colis, et quand il y a des difficultés de livraison, par exemple, eh bien, on essaie de rappeler le client le lendemain ou le surlendemain, voir ce qui s'est passé, réparer et quelque part réenchanter le client aussi quand c'est arrivé. Voilà. Et puis bien sûr, c'est l'engagement RSE. On a parlé de responsabilité sociale, et puis c'est la responsabilité environnementale. Et très tôt, au groupe La Poste, on a eu à cœur de participer aux actions qui permettront de lutter contre le réchauffement climatique et tous les impacts contre la nature et l'écologie aujourd'hui. Je veux citer bien sûr la baisse des émissions carbone, parce qu'on est un transporteur, on est un grand logisticien, on a 40 000 véhicules, on a 5 000 camions tous les jours, on avait des avions, mais que maintenant sur la lettre rouge on a stoppé, donc ça nous aide aussi. Et donc très tôt on a eu un engagement. En 2012 on a particulièrement engagé un programme de réduction avec, je passe les détails, mais avec une trajectoire de baisse des émissions labellisée par le SBTi, et de 30%, c'était entre 2013 et 2025. Et là, on a déposé maintenant un dossier de passage à zéro émission nette à 2040. Donc c'est un engagement très sévère, on vise réduction de 90% de nos émissions. Alors comment on va faire ? D'abord, je le dis, notre modèle, c'est le transport en commun de la marchandise, de la petite marchandise, jusqu'à 70 kg. Et donc, si je mélange dans mes flux, dans mes distributions, mon colis, 80% encore une fois des colissimo sont distribués par les facteurs avec le courrier, je remplis mieux, c'est la chasse au 0 km inutile, c'est le remplissage maximal. On a lancé les activités de logissimo, de logistique, de stockage aussi pour les entreprises et de préparation de commandes. Voilà, donc on est ce transporteur collectif de marchandises
Normalement, c'est plus vertueux de prendre le bus, vous voyez, que d'envoyer un coursier, une messagerie, etc., qui va faire le déplacement spécialement pour le client. Et donc, certes, on n'a pas forcément un rendez-vous 13h15 de livraison 18h30. Ça va dans la tournée du facteur. C'est le modèle de la tournée. Et c'est un modèle qui est vertueux économiquement pour nos clients et vertueux pour la planète. Et puis on réduit. Alors on réduit avec des investissements, notamment les caisses mobiles de colis. On met 4000 colis dans une caisse mobile. Il y a 5 ans, on en mettait 1500. Et puis on a travaillé sur les énergies. Donc on a beaucoup investi sur la flotte de véhicules électriques. On a maintenant 15 000 véhicules électriques en fonctionnement ou en commande. On double depuis 4 ans. Et donc les 45 villes principales de France seront toutes livrées par la Poste en mode décarboné d'ici 2024. Donc c'est un gros investissement. Ce sont les vélos cargo aussi. Vous voyez de plus en plus des postiers distribuer des colis en vélo cargo. Ici à Saint-Malo, il y a un vélo cargo. Et toutes les villes bretonnes, à une certaine importance, sont déjà équipées. Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Rennes, Brest, etc. Et en plus, on doit travailler sur les liaisons nationales, parce qu'il y a le premier kilomètre, il y a le dernier kilomètre, donc l'électrification ou le vélo évidemment électrique, ça c'est le premier et le dernier kilomètre. Mais notre sujet, c'est aussi les liaisons nationales, interrégionales. Et là, il faut travailler sur l'électrification des poids lourds. Là, c'est plus compliqué. Donc, on travaille avec les industriels. On commence à avoir des liaisons biocarburants. Il y a une première liaison, d'ailleurs, en Bretagne, je crois, vers Saint-Brieuc, Quimper, je crois, qui est en fonctionnement. Mais on pense que d'ici la fin de la décennie, les technologies d'hydrogène et seront assez mûres et d'électrification aussi seront mûres. Voilà. Donc on va. Et puis on est une entreprise engagée, mais aussi on veut être engageante. C'est-à-dire expliquer à nos clients que s'ils choisissent tel mode de distribution ou tel service, eh bien, ils auront un meilleur impact carbone. Donc sur la poste.fr, par exemple, il y a un score écologique. Et si vous envoyez un objet, un courrier, eh bien, on pourra vous expliquer, selon ce que vous transportez, eh bien, la meilleure manière de l'acheminer par la poste. Et je crois que vous avez aussi fait le choix, justement, si on veut poursuivre sur ces engagements RSE, d'accompagner et de soutenir certaines ONG, notamment Sea Cleaners. Ah oui, avec Yvan Bourgnon, oui, qui connaît bien la Bretagne aussi. Et on a lancé cette opération avec nos 100 000 postiers de la branche service courrier colis. On a commencé par la Bretagne, c'était au mois de juin, des opérations de nettoyage des rivières et des plages avec Sea Cleaners. C'est en interne, en plus, une démarche qui plaît, qui engage. Voilà, les postières et les postiers sont heureux. Puis après, ils le refont en famille. Et voilà, et de participer aussi à des campagnes de communication grand public sur la nécessité de ne pas jeter n'importe quoi et qu'après on pollue nos océans. Oui, parce que juste pour préciser, Sea Cleaners, donc il y a une ONG qui lutte contre la pollution plastique dans les océans. Ils ont d'ailleurs un projet qui est en cours de fabrication qui s'appelle le Manta, qui est un bateau qui va traiter. Ils en ont déjà un. Oui, c'est le deuxième, exactement, qui va traiter et valoriser donc les macro-déchets. Et je tiens également à préciser, pour rebondir sur les engagements RSE que vous venez d'évoquer, qu'il y a un formidable documentaire qui existe, qui a été réalisé par Cyril Dion, qui est accessible sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à le voir. Il est parti en immersion sur le terrain à la rencontre des postiers et il a souhaité voir de ses propres yeux. Et vous connaissez Cyril Dion, vous connaissez sûrement Cyril Dion. Il est assez critique, donc il y allait avec une certaine appréhension au départ et il est allé à la rencontre et justement il illustre tout ce que vous venez de dire et je vous invite à le regarder. Jean-Guy, selon l'ADEME, si les tendances actuelles de consommation se poursuivent, en 2050, le secteur textile émettrait 26% des émissions globales de gaz à effet de serre. Quel rôle Armorlux, si on parle justement des engagements RSE, souhaite jouer sur l'échiquier d'un secteur qui est pointé du doigt et qui doit impérativement se transformer justement pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux de grande envergure? Alors, je pense que la première raison, c'est cette mise au piquet du textile, c'est l'énorme élan de délocalisation qui a traversé le textile en même temps que les usines françaises et européennes disparaissaient. L'essentiel du textile est parti vers des pays très très lointains.
la Chine, l'Inde et maintenant le Bangladesh, le Vietnam, enfin très très loin. Et donc effectivement, le transport est un gros émetteur de ces gaz nocifs. Donc le premier réflexe que nous, on a eu, parce qu'on a été obligé aussi de suivre un peu ce mouvement tout en maintenant nos usines bretonnes. Certains donneurs d'ordre nous ont obligés à partir très loin. Donc on essaye de les convaincre de revenir vers des zones plus proches. Le Portugal est déjà saturé en termes de main-d'œuvre disponible. La France, n'en parlons pas, on voit surtout sur tous les panneaux de toutes les entreprises aujourd'hui, en particulier, enfin, en tout cas en Bretagne, telle entreprise recrute, nous recrutons. Notre problème aujourd'hui pour relocaliser, pour réindustrialiser la France, c'est essentiellement l'emploi. Et moi, ça fait des années et des années que je cherche 30, 40 couturières à Quimper et que je n'en trouve pas. Donc ça, c'est un vrai drame qu'un jour, il faudra bien prendre à bras-le-corps. Donc le juste milieu qu'on a trouvé, c'est un retour maîtrisé au Maghreb, Maroc, Tunisie, avec simplement un bateau qui traverse la Méditerranée régulièrement, tous les jours. Et ça fait partie des grandes actions qu'on a menées depuis 2 ans. Au-delà de ça, on a bien sûr installé des panneaux solaires chez nous. Et là, je remercie la mairie qui a été extrêmement diligente parce que, comme vous le savez, il faut en France maîtriser les administrations et obtenir beaucoup d'autorisations administratives. À Quimper, ça se passe plutôt bien, même très bien, et on a pu les installer très vite. On essaye de mettre en place un programme de réduction drastique de la consommation d'eau. On est très gros consommateur d'eau à travers notre teinturerie. On va y arriver d'ici une bonne année. C'est assez compliqué, mais on va y arriver. On va récupérer les eaux de pluie et en Bretagne, en Finistère en particulier, on a la chance d'en avoir beaucoup. Merci le ciel. Donc ça, c'est sympa. Et puis, on essaye aussi de rentrer à fond dans l'énergie, enfin dans l'économie circulaire. Et on vient, au bout de 3 ans d'études et de recherche, d'arriver à recycler. Quand on fabrique un vêtement, il y a à peu près 25% de pertes sur les coupes de fabrication liées à la fabrication des manches, du col, etc. Il y a 25% de pertes. Et on a fini par réussir à recycler ces 25% avec l'aide d'un filateur belge. Et aujourd'hui, ces 25%, on les réutilise pour nous, pour faire des vêtements neufs. Et donc, on n'a plus de perte de vêtements. Donc, tout le cycle commence à devenir vertueux. En tout cas, on sait qu'on est des grands pollueurs dans le textile. Mais nous, je pense qu'en ayant des usines en France et à proximité, on limite l'émission de gaz à effet de serre. Vous avez évoqué le volet social tout à l'heure et le fait que vous êtes extrêmement vigilant sur le travail des enfants. Forcément, j'ai envie de vous parler du modèle aussi, parce qu'un des sujets, un des problèmes majeurs aujourd'hui quand on évoque le secteur textile, c'est la fast fashion, avec un nombre inconsidéré de pièces de collection qui sortent chaque semaine dans des quantités monstrueuses. Vous êtes à contre-pied de ce modèle-là. Oui, ce modèle, on n'en a pas voulu parce que c'est un modèle qui pousse vers le jetable. Et c'est accompagné d'une non-qualité. Nous, on est exactement à l'opposé. On est dans la qualité extrême et on est dans la durabilité. C'est-à-dire que souvent, un vêtement Armor Luxe acheté pour un enfant de 2 ans, il sert à toute la famille pendant 20 ans. Et on aime bien les familles nombreuses. Voilà. Merci beaucoup.
On va à présent évoquer vos rôles à chacun dans les territoires. Je rappelle que la Poste est une entreprise de service public qui répond précisément à 4 missions de service public, et ce depuis les années 90. Vous évoquiez tout à l'heure le lien, on peut dire que c'est l'acteur majeur aujourd'hui dans le quotidien des Françaises et des Français. Si on s'intéresse au territoire, vous les avez évoqués en partie depuis le début de votre intervention, mais quelles sont vos offres aujourd'hui et surtout quelles sont les perspectives de diversification d'offres dans les années à venir pour être toujours plus proche et plus utile auprès des Français dans les territoires pour le coup? Vous avez tout à fait raison. Eh bien, oui, d'abord, vous avez raison, parce que vous le rappelez, on est une entreprise de service public, de mission de service public, pas que, hein, mais nous, la Poste est une entreprise publique, avec un premier actionnaire maintenant qui est la Caisse des dépôts et consignations, et un second actionnaire qui est l'État. Hein, donc il n'y a pas un atome d'action privée dans le capital du groupe La Poste. Derrière cela, on est une entreprise, hein, et évidemment, on doit fonctionner comme une entreprise. Nous sommes liés avec un contrat d'entreprise avec l'État tous les 5 ans qui passe au Parlement. Et effectivement, on se voit confier 4 missions de service public, pour lesquelles on n'est pas d'ailleurs complètement compensé, je le dis au passage financièrement. Voilà. Donc une mission de service universel postal. Hein, c'est la possibilité pour tout un chacun, le grand public, d'envoyer un colis ou une lettre en tout point du territoire dans des conditions accessibles de tarifs et avec ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. C'est-à-dire, contrairement à une messagerie qui va vous facturer selon le nombre de kilomètres, la Poste, que vous envoyez un courrier de Quimper à Dinan ou que ce soit de Nice à Brest, pour le même poids, vous paierez le même prix. Hein. C'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Donc ça, c'est le service universel postal. Et pour ça, il faut évidemment être puissant en termes logistiques, mais très présent localement, en proximité. Nous voulons rester dans les territoires. Les facteurs collectent pour tous, partout, tous les jours, 6 jours sur 7. Ça, c'est le service universel postal. La distribution de la presse, hein, qui concourt aussi à la démocratie dans notre pays. Et donc, la distribution de la presse, voilà, qui est largement non compensée, mais c'est notre honneur Voilà, vous avez parlé de la Banque postale. Hein, donc, la troisième mission, elle ne concerne pas ma branche, mais une autre branche qui est la Banque postale, c'est l'accessibilité bancaire. C'est-à-dire que tous les Français et toutes les personnes qui vivent en France, en réalité, puissent avoir un compte en banque. Et on est fiers aussi d'avoir 8 millions de clients de la Banque postale qui sont des personnes vraiment très, très, très vulnérables, hein, et qui... des SDF aussi, hein, des personnes immigrées qui arrivent et qui ouvrent un compte en banque grâce à la Banque postale. La quatrième mission de service public, c'est l'aménagement du territoire. Hein, c'est la possibilité, là aussi, pour tout Français, d'avoir un point postal à proximité, à moins de 7 km, je crois, un bureau de poste ou une agence postale, donc d'avoir accès à la poste. Voilà. Ça, ce sont les missions officielles du contrat d'entreprise. Et c'est finalement au pouvoir public, hein, de nous dire quelles sont les missions de service public que nous devons opérer. Au-delà de ça, la Poste pense qu'au-delà de ces missions de service public, on doit être un peu innovant et être en avance, justement, sur peut-être ce qui sera demain de nouvelles missions de service public. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la prévention du vieillissement, le bien vieillir à domicile. Hein. On aura à la fin de la décennie 1 300 000 nonagénaires et qui voudront vivre le plus longtemps possible à leur domicile. Nous pensons que cette transition démographique, la Poste peut apporter des solutions. J'ai parlé du portage de repas, le portage de médicaments, la veille aussi, la prévention, passer tous les jours. Voilà, Jean-Guy parlait de l'ami postier qui passait le matin. Beaucoup de départements, d'ailleurs, nous ont confié déjà des missions de veille. Ils nous adressent des listes de personnes que nous allons visiter toutes les semaines pour voir si tout va bien et détecter les différents besoins. Donc ça, c'est la santé au domicile, le bien vieillir à domicile. Il y a tout ce qui concerne la connaissance des territoires et l'économie circulaire. Et donc là, de mettre en place des circuits logistiques, y compris pour le recyclage, hein, ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire effectivement de collecter des produits qui sont demain valorisables, comme les textiles, comme les matériels électroniques. Nous le faisons, hein, et
On a développé un certain nombre de services, notamment grâce aussi au réseau des boîtes aux lettres, tout simplement, pour des produits qui sont fentables dans les boîtes aux lettres, de permettre de les remonter dans les filières de recyclage. La transition écologique, c'est l'écomobilité, c'est l'action autour de l'aménagement du logement. La Poste a beaucoup investi sur des capacités d'information du grand public sur les solutions de rénovation des logements, avec la possibilité de les accompagner aussi avec une de nos filiales. Voilà, on essaie de se porter sur, voyez, des besoins de la société d'aujourd'hui autour de la transition écologique, la transition démographique et toutes les transitions territoriales. Puis j'oubliais le numérique aussi, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'électronisme. Donc on participe, les postiers sont des conseillers numériques, notamment dans les France Services. Et puis aujourd'hui, il y a un fléau qui s'appelle la cybersécurité, la cybercriminalité. Et là aussi, la Poste, parce que pour elle-même a dû mettre en place un certain nombre de solutions, et bien maintenant accompagne les collectivités, les départements, les hôpitaux, les entreprises aussi, à monter des solutions de cybersécurité. Voilà, la Poste, en fait, elle accompagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, fidèle à son histoire, les besoins de la société d'aujourd'hui. Toujours plus proche des Françaises et des Français. Absolument. On peut dire qu'Armor Luxe est une fierté régionale. Vous êtes une référence, on va dire, de l'entrepreneuriat local, du savoir-faire local, du savoir-faire breton. Comment est-ce que vous diriez que vous contribuez aujourd'hui à la vie économique et sociale de la région Bretagne ? Alors, d'abord, quand on a racheté cette maison un peu fragile, à l'aune où les frontières mondiales s'ouvraient pour le textile, les accords de l'OMC ont voulu que tout le textile soit libéré à travers le monde. Notre premier credo à notre associé et à moi, ça a été « quoi qu'il en coûte », c'est un terme désormais bien connu. Notre première mission, c'est de défendre les emplois dont on a la charge en Bretagne. Voilà, et ça, on le fait depuis 30 ans. On l'a fait, on n'a jamais licencié personne. Et je crois que ça, c'est la première valeur de l'entreprise, sa fidélité aux salariés. Le deuxième élément qui nous a beaucoup guidé, c'est la qualité. J'en ai déjà parlé. Et ensuite, on s'est dit, on va prendre des consultants pour savoir si notre marque, il faut qu'on la laisse avec ce nom un peu barbare, Armor Luxe, inscrite au registre de commerce de Quimper, ou est-ce qu'il faut qu'on en fasse une marque de mode inscrite dans une mairie, dans un centre d'enregistrement parisien, en changeant de nom. Les consultants nous ont tous bien sûr dit qu'il fallait qu'on change et qu'on devienne de vrais Parisiens spécialistes de la mode. On a fait strictement l'inverse. Donc on est resté très breton et on a défendu nos valeurs, notre pays. Et pour le démontrer, on est devenu partenaire d'à peu près tous les grands événements du Grand Ouest, tous les grands événements maritimes. Je commencerai par celui de Saint-Malo, qui a été un énorme succès lors de la dernière édition, puisqu'il y avait du monde ici, partout, à n'en plus finir. On était complètement tous débordés et dépassés. On est partenaire, bien sûr, de Brest, de tous les événements maritimes de Brest. On est partenaire aussi de tout ce qui est maritime en France. On descend jusqu'à 7 pour démontrer notre attachement aussi à la Méditerranée. On essaye de nationaliser un petit peu notre marque. Et parallèlement à ces partenariats qui sont visibles, on aide beaucoup de petites équipes, à la fois de football et de vélo. On les aide très discrètement. Je citerai un exemple. Il y a un bourg assez connu dans le Nord Finistère qui s'appelle Saint-Renan. Et dans l'équipe de foot de Saint-Renan, il y a 400 jeunes. Et voilà, on les aide massivement parce que former 400 jeunes qui passent leur week-end à faire du football, c'est plus agréable que de les voir en boîte de nuit. Et voilà, donc on aime bien ce genre de défense du territoire. On est aussi dans les équipes de vélo naissantes et on participe à la découverte de beaucoup de talents. Voilà, c'est un peu notre façon de vivre. Et en plus de tout ça, on aide les fonds de dotation de l'hôpital, du CHU de Brest et du CHU de Rennes. Il y a 2 fonds de dotation
et on est des donateurs significatifs à notre échelle depuis déjà une dizaine d'années, là aussi le plus discrètement possible. Je comprends que les Bretonnes et les Bretons soient fiers d'Armor Luxe. Restez comme vous êtes. Je finirai là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. On peut vous applaudir. Merci pour votre présence et pour ce partage. Et je vous souhaite une belle journée au FEB, alors. Merci. Et belle continuation à vous.